La thème de ce soir, vous l'avez vu sur les affiches, c'est Pouvez-vous tuer votre grand-mère en lui rendant visite ?» Bon, la version sérieuse de notre conférence est celle-ci. La fin du dogme viral a-t-elle sonné Il s'agit d'essayer de tirer les leçons de la crise Covid-19 en voyant la crise Covid-19 comme une espèce d'incohérence totale qui serait comme la forme d'une pelote de laine où il y a tout un tas de fils qu'on peut tirer sur plein d'aspects différents. L'un de ces fils concerne la virologie et chacun peut se poser la question d'à quel point il a envie de tirer le fil et jusqu'où on peut détricoter tout le pull de la crise Covid-19. Et puis, je crois que je voudrais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Isabelle qui me paraît extrêmement important. La crise Covid-19, elle a eu pour effet de séparer les gens de plein de manières différentes. Tout d'abord avec des masques, la distanciation, puis le pass sanitaire, l'exclusion d'une certaine partie de la population. Bon, même vacciné, il fallait quand même un masque, une distanciation sociale. Mais cette distance qui a été imposée, elle est vraiment fondamentale. Et c'est de ça qu'il faut parler. De quelle justification, sur la base de quoi peut-on imposer une distance entre les personnes ? Pouvez-vous tuer votre grand-mère ou lui rendre visite? Y a-t-il la moindre justification à prendre un malade pour un espèce de déchet toxique qui va empoisonner son entourage? Sur la base de quoi cette affirmation tient? C'est la base de la peur que nous avons eue pendant 4 ans. Donc il est fondamental de se poser la question à partir de quel moment, quelles sont les preuves scientifiques que nous avons pour pouvoir jeter aux oubliettes, parce que c'est ça qu'on fait, les personnes malades en les considérant dangereuses. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Et on va le parler en commençant par tirer les leçons du Covid-19, mais toutes les leçons du passé. Je vous propose une conférence en 4 points. Tout d'abord, on va essayer de regarder le passé, les différentes épidémies, les manières dont elles ont été analysées, et ce qu'on peut conclure des travaux de recherche qui ont déjà été menés par le passé pour comprendre les phénomènes épidémiques. Et puis, on reviendra sur quelque chose de fondamental, qui est, c'est quoi une démarche scientifique? La science, telle qu'elle a été présentée ces dernières années, telle qu'elle est à la mode aujourd'hui, c'est simple, c'est une personne en blouse blanche qui vient déverser son discours, et on doit le gober, et c'est ça la science. La science moderne, ce serait d'écouter une personne à qui on aurait donné un titre, une place dans la société, et qui vient, comme ça, prêcher ce qu'il pense. Voilà. Ça c'est l'inverse d'une démarche scientifique. D'ailleurs, la phrase à la mode prononcée par les médias, c'était « moi je crois en la science ». Il faut croire en la science. On ne croit pas en la science. La science, c'est quelque chose de public et qui doit s'éprouver en permanence. On ne peut pas y croire. Croire en la science, c'est un oxymore. On va revenir ensuite sur le principe de contagion et la virologie telle qu'elle est étudiée depuis le XXe siècle, en rebondissant un peu sur le début et en essayant de regarder la démarche scientifique qui a été mise en place depuis le XIXe siècle pour essayer de comprendre les phénomènes de contagion et surtout les expériences scientifiques qui ont été mises en place pour tenter de reproduire la propagation épidémique et pour on va dire, se découvrir l'ensemble des ratés qu'il y a eu à ce sujet. Ça m'est connu, puisque c'est le principe de propagation épidémique, on rend malade son voisin, c'est quelque chose qui est dans le langage courant désormais, et tout le monde réfléchit comme ça. C'est assez rare de voir des gens qui ne pensent pas que quand quelqu'un est enrhumé à côté d'eux, ça va les enrhumer eux aussi. La plupart des gens pensent ça. Et c'est inscrit, moi je le croyais fermement jusqu'à récemment, et c'est vraiment inscrit dans notre manière de penser, c'est ce qu'on apprend à l'école, et tout le monde pense ça. Et ça va être intéressant de voir que toutes les expériences scientifiques mises en place pour tenter de le prouver ont échoué. Et malheureusement, tout cela, ça nous fait une absence de science, une absence d'explication pour expliquer comment on tombe malade, et évidemment, comme en politique, comme en religion, comme ce que vous voulez, tout ça a horreur du vide. La nature a horreur du vide, c'est ce qu'on dit, mais la science aussi a horreur du vide. Et quand comme la science a horreur du vide, même si tout ça, ça ne marche pas, comme aucune autre théorie n'a été, on va dire, prendre la place de cette explication, on préfère conserver une explication qui ne fonctionne pas plutôt que mettre un vide à la place, quitte à ce que l'explication actuelle soit contredite par la quasi-totalité des expériences qu'on peut mettre en place. On va commencer par s'intéresser au passé,
qui devrait nous permettre de mieux comprendre le présent. Et on va commencer par parler d'une maladie qui a été dite transmissible, due à un pathogène, et ça pendant des siècles, pendant quasiment 4 siècles. Et cette maladie, c'est le scorbut. Donc le scorbut, c'est quoi? C'est une maladie qui a surtout commencé à toucher les marins au long cours, donc à partir du XVIe siècle. Et qu'est-ce qui se passait en fait? Sur les bateaux, au bout d'un certain temps, les marins commençaient à développer certains symptômes, notamment voilà, des saignements, des rougeurs et des saignements qui apparaissaient sur les membres, les gencives aussi qui commençaient à saigner, les dents qui se déchaussaient, et ces saignements se généralisaient sur le corps jusqu'à obtenir la mort du marin. Évidemment, sur le bateau, on observait d'abord un premier marin qui développait ces symptômes, et ce premier marin était suivi par d'autres marins qui développaient les mêmes symptômes. Et donc quand une première personne a les symptômes et qu'ensuite d'autres commencent à les développer, eh bien évidemment, on en déduit que c'est une épidémie transmissible, c'est-à-dire que le premier marin malade transmettait sa maladie, son pathogène, on ne disait pas virus, mais son microbe, aux autres marins, et ça déclenchait une épidémie au sein du bateau. Une épidémie avec des morts. Pour éviter la propagation de l'épidémie de scorbut, on isolait les marins, on les enfermait dans la cale du bateau pour éviter de transmettre. Évidemment, ça ne marchait pas, mais même si ça ne marchait pas, on pouvait toujours dire que si on ne fait pas ça, c'est pire. Évidemment, tout rapport avec un phénomène récent est tout à fait fortuit, ou pas du tout. Eh bien, d'ailleurs, une fois qu'un bateau avait du scorbut, ou même sans scorbut, arrivé au port, on mettait le bateau en quarantaine pour éviter que les marins qui saignaient des gencives contaminent le reste de la ville. Là, ça marchait. Grâce à la quarantaine, il n'y avait pas de scorbut qui se développait dans la ville. Il y a de nombreuses expériences qui ont été mises en place. On a des traces par différents généraux, ou plutôt amiraux, notamment anglais. C'est surtout la marine anglaise qui a énormément souffert du scorbut. Et on voit des traces historiques d'amiraux, de capitaines de vaisseaux, qui expliquent qu'ils ont réussi à proposer des oranges ou citron aux marins, et qu'en faisant ça, ils n'avaient pas de scorbut. Bon, évidemment, on les a considérés comme des fous, parce qu'ils ne comprenaient pas la médecine, ces gens-là, c'était que des marins et des militaires. Et ce qui fait qu'il a fallu 2 siècles et 2 millions de morts dans la Royal Navy, donc à partir on va dire du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, où on a considéré le scorbut comme le résultat d'un vilain pathogène qui se propageait sur le bateau, et il y avait, disons, aucune mesure qui a été prise autre que la mise en quarantaine des marins. Et ce n'est qu'en 1795 que la Royal Navy, et donc 2 millions de morts plus tard, la Royal Navy a commencé à introduire dans le panier du marin des citrons, et tout en remarquant qu'en introduisant ces citrons dans le panier quotidien de nourriture du marin, on faisait disparaître entièrement le scorbut. Évidemment, l'explication, c'était que le citron permettait au corps d'avoir une meilleure immunité contre le méchant microbe qui déclenchait le scorbut. Bon, toujours est-il que ça arrêtait le scorbut. Et c'était même un secret. Une fois ça découvert, il y a eu un secret de la Royal Navy qui ne voulait pas partager aux autres marines, notamment à la France, qui n'avait pas découvert ça, et dont les marins continuaient de souffrir du scorbut, même si en France, on avait remarqué que la choucroute ou l'oseille permettait quand même de diminuer l'apparition du scorbut sur les bateaux. Voilà. Mais voilà, au XVIIIe siècle, on dit encore que c'est un microbe, c'est juste que le citron protège. Et il faut attendre 1930 pour que Albert Szent-Györgyi isole la vitamine C et que l'on reconnaisse la vitamine C et que c'est la carence en vitamine C qui déclenche le scorbut et qu'il n'y a rigoureusement aucun pathogène qui est mis en place. Donc pendant 2 siècles, on a dit que c'était le microbe et on a refusé d'envisager toute action préventive comme la vitamine C, comme les citrons pour prévenir le scorbut. Au bout de 2 siècles et 2 millions de morts, on s'est quand même dit que mettre des citrons, ça avait l'air de marcher, donc il fallait peut-être le faire. Et puis, il a fallu attendre encore presque 2 siècles plus tard pour finir par admettre que tout ça n'avait rien à voir avec un microbe et que c'était bien une carence qui était responsable de ça. Cet exemple du passé est de nous faire réfléchir à toutes les maladies que nous considérons comme transmissibles.
Donc est-ce qu'on peut risquer de tuer sa grand-mère en lui rendant visite? Ben, si vous la poussez dans les escaliers, il y a des chances. Si vous lui faites boire des choses toxiques aussi, mais juste en lui rendant visite, en lui disant bonjour, c'est un peu moins sûr. Donc je vais commencer par une petite introduction sur cette thématique de la contagion et sur le dogme viral de manière générale. Mais la première chose à savoir, c'est que bon, ma démarche, c'est une recherche de vérité en matière de santé de manière générale. Ça fait à peu près une bonne quinzaine d'années que je suis vraiment à fond sur la thématique de la santé. Et j'ai une formation de scientifique à la base, en chimie, à l'École normale supérieure de Lyon. Et d'ailleurs, j'ai fait un stage en chimie à l'Université de Genève en 2003, dans l'équipe du professeur Claude Piguet, qu'est Ernest Anselmé, je sais qu'on dit. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça, voilà. L'été de la canicule. Et donc voilà, donc j'ai fait de la chimie supramoléculaire à l'Université de Genève. En tout cas, bref, j'ai une formation scientifique, donc je ne suis pas médecin. D'ailleurs, je le dis un peu plus tard, mais la médecine, ce n'est pas une science du tout, et les médecins ne sont pas des scientifiques, à moins qu'ils aient fait des formations supplémentaires, mais en tout cas, la formation de médecine actuelle n'a rien à voir avec de la science, beaucoup plus avec la croyance. Et donc, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est la recherche de la vérité en matière de santé, et j'ai pas d'intérêt à distordre la réalité pour la faire coller à mes croyances, hein, c'est pas du tout le but, moi ça m'intéresse pas. Et voilà, je vais vous présenter mes compréhensions et vous inviter à vous documenter aussi, parce que ce que je vous dis, j'ai pas envie de vous balancer quelque chose et puis il faut me croire sur parole. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi que les personnes, elles s'emparent du sujet, elles s'intéressent, elles lisent, elles regardent des vidéos, elles réfléchissent, elles se posent des questions. Je pense que c'est beaucoup une démarche personnelle et c'est la façon la plus puissante de comprendre les choses de façon très claire à l'intérieur et aussi d'être bon, je dirais même en argumentation, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui veulent nous convaincre, enfin peut-être un peu moins maintenant parce que c'est plus trop le sujet, mais en tout cas, voilà, on était des méchants parce qu'on ne voulait pas mettre de masque, on ne voulait pas se faire vacciner par exemple, et ils voulaient vraiment nous convaincre et c'était pour notre bien, et puis quand même, on n'a pas compris, etc. Et quand on a fait quelque part ses propres recherches de manière intelligente et avec une démarche de recherche de vérité, avec aussi ce raisonnement scientifique, eh bien, on a des arguments qui peuvent être puissants et qui feront que vous serez à l'aise dans vos choix. Et je pense que c'est très important. Voilà. Et donc, voilà, je vais vous présenter le travail de chercheurs les plus sérieux dans cette même démarche de vérité. Et cette démarche de recherche de la vérité, c'est pas courant. Et donc, voilà, je suis là pour essayer de déconstruire des mythes et des croyances. Et bah oui, ça fait pas plaisir à tout le monde, mais c'est comme ça aussi, ça me dérange pas. Voilà. Donc la démarche scientifique, c'est quoi? Pierre l'a dit tout à l'heure un petit peu. Donc déjà, il y a cette phrase effectivement qui est un oxymore absolu. Croire en la science, c'est incroyable hein, qu'ils aient pu dire des choses comme ça à la télé, dans les médias, et que les gens ne soient pas montés au créneau, tellement c'est ridicule, c'est impossible de dire une phrase comme ça n'a rien de scientifique. Ça ne peut venir que de personnes qui n'ont pas compris ce que c'était la démarche scientifique. D'ailleurs, les journalistes ne savent pas ce que c'est la démarche scientifique, évidemment, de manière générale. Et donc, on ne croit pas en la science, on la teste, on la discute, et ça avance. Et si on empêche la discussion, il ne peut plus y avoir de science, c'est pas possible. Et l'intérêt de cette soirée, c'est aussi ça, c'est de soulever un débat, de poser des questions. Il n'y a pas forcément de certitude absolue, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à discuter, et l'idée est de revenir sur pas mal de croyances qu'on pourrait avoir. Voilà. Donc on remet les choses en question et puis on utilise la science pour avoir une meilleure modélisation du réel jusqu'à ce qu'on trouve mieux, parce que ça évolue et puis un modèle est bon jusqu'à ce qu'on ait peut-être un contre-exemple qui va montrer que le modèle n'est plus bon et qu'il faut l'améliorer, qu'il faut le changer, et c'est comme ça qu'on avance en science, donc en testant et en vérifiant que ce qu'on a décrit correctement la réalité. Voilà. Et donc c'est un travail difficile et exigeant, cette recherche, et il est impossible de prouver, alors ça c'est important, parce que par rapport au virus ça revient tout le temps, ah oui, vous dites que les virus n'existent pas, c'est pas ça qu'on dit, pas du tout, on ne peut pas le dire, enfin en tout cas en tant que scientifique on ne peut pas le dire. Quelqu'un qui n'aurait pas de formation scientifique dirait ah oui de toute façon ça n'existe pas, mais si un jour on montre un virus vraiment, qui est vraiment isolé et qui vraiment effectivement infecte des gens, je serais obligé de constater, et je dirais ah oui effectivement dans ce cas-là c'est un virus. D'ailleurs, je vais faire une petite précision tout de suite, je ne crois pas que tu l'aies fait tout à l'heure, mais c'est que le mot virus en latin, ça veut dire poison.
et on a détourné l'étymologie du mot virus pour en faire une particule toute petite qui infecterait les cellules, prendrait contrôle et se multiplierait, etc. Mais à la base, ça veut dire poison, rien d'autre. Et peut-être qu'on reviendra à ça plus tard. D'ailleurs, peut-être que les vrais virus, ce sont des poisons, notamment, et pas du tout ces fameuses particules voilà, qui se transmettent de personne à personne, qui nous rendent tous malades et qui sont très très dangereuses. Voilà. Et donc, on ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. C'est comme ça. Et l'absence de preuve aussi n'est pas la preuve de l'absence. Voilà, c'est important de bien comprendre ça. Alors maintenant, ah oui, ça c'est très important aussi. Je ne sais pas comment je vais mettre parce que je suis tout le temps de dos tourné. Alors, croire que la science, aujourd'hui, surtout les gens qui ne connaissent pas bien, pensent que ce qui est dans les revues à comité de lecture, c'est sérieux, c'est propre, et c'est ça de la science et c'est de la qualité. Et le problème, c'est que de manière générale, les revues ne publient que ce qui va dans le sens du dogme. Il y a encore un conformisme extrême dans le domaine scientifique. Dès que quelqu'un commence à avoir une vision ou à proposer des théories qui ne vont pas dans le sens du dogme dominant, en général, il perd ses fonds, donc il ne peut pas faire ses recherches, de toute façon, il ne peut pas publier. On ne l'écoute pas, on le discrédite, et après on va vous dire « Ah oui, mais il y a un consensus. Ah, bah oui, tout le monde est d'accord ». Sauf ceux qu'on ne veut pas écouter, qu'on interdit de parler. Bah oui, évidemment. Donc c'est comme ça qu'on crée des consensus, souvent, y compris en sciences. C'est on interdit à ceux qui ne sont pas d'accord de pouvoir s'exprimer. Ou alors on dit que ce qu'ils disent, ça n'est pas entendable, c'est des fous furieux qui n'ont rien compris. Donc c'est très malhonnête, mais c'est extrêmement courant. Et donc les relecteurs, parce que c'est comme ça que ça se passe, quand quelqu'un soumet un article dans une revue à comité de lecture, on parle de process peer review, voilà, une revue par les pairs, et donc il y a des relecteurs qui eux-mêmes sont des chercheurs, ont des financements, défendent un dogme, défendent des façons de voir les choses, et n'ont pas forcément envie qu'on remette en question leurs propres travaux. Ce qui remettra en question leur fond, etc. Donc il y a toujours une histoire de pression qui fait que la censure se fait très très souvent comme ça. Et donc il y a des conflits d'intérêts toujours énormes. Et parfois ils sont publiés, parfois en bas d'un article on voit « Ah, le chercheur a reçu tel financement lié à l'industrie pharmaceutique par exemple ». Mais en fait c'est quasiment tout le temps et pourtant ça n'apparaît pas systématiquement. Il y a plein de financements cachés aussi, plein de liens cachés qui ne vont pas être indiqués. Et puis, voilà. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est pas évident comme notion, c'est que ce process du peer review, c'est finalement, ça peut être considéré comme une forme de censure, et ça empêche très souvent, plutôt que ça ne la permet, la discussion et le véritable débat scientifique. Le peer review, c'est relativement récent, ça se fait de manière quasi systématique en sciences, entre guillemets, depuis entre les deux guerres, dans les années 30 ou 40, et ça a vraiment pris, c'est devenu quasiment incontournable après la Seconde Guerre mondiale, mais avant, la recherche scientifique et la discussion n'étaient pas forcément via ces journaux scientifiques. C'était beaucoup plus ouvert. Et du coup, il y avait vraiment des discussions. Et il y avait des échanges parfois très violents. Ça arrivait que des scientifiques se rencontrent à des conférences ou à des congrès et se tapent dessus physiquement. Ça allait jusqu'à là, jusqu'aux mains, vraiment. Mais il y avait de la discussion. Il y avait vraiment des choses. Alors là, je vais citer une phrase, une citation de Richard Horton, qui est le rédacteur en chef du Lancet, qui est considéré comme le journal médical, on va dire, le plus prestigieux au monde. Et donc, il est rédacteur en chef du Lancet depuis 1995. Et ce qu'il dit, c'est « L'argument contre la science est simple. Une grande partie de la littérature scientifique, peut-être la moitié, peut tout simplement être fausse. » Donc c'est quand même, c'est pas passé inaperçu cette phrase. C'est quand même le rédacteur en chef du plus grand, considéré comme le plus grand journal médical au monde qui dit ça. Ça pose quand même beaucoup de questions. Et encore, ce qu'il dit, moi je pense que c'est quand même très très optimiste. C'est bien plus que ça, c'est bien pire que ça. La quasi-totalité des essais cliniques ne sont que des publics communiqués de l'industrie pharmaceutique. Ça c'est présenté comme de la science, ça revêt l'apparence de la science, mais c'est pas de la science.